Un grand bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un vrai plaisir que de vous retrouver tous les week-ends, à la fois sur 01 TV, BFM Business, Radio Télé, pour votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités. Bienvenue dans En route pour demain. Pauline Ducamp, bonjour. Bonjour François Sorel. Et si on s'intéressait au sommaire de cette émission, qu'en penses-tu ? Absolument. Alors c'est parti. Alors on va d'abord parler de SNCF Connect. C'est la nouvelle application qui doit rendre les voyages en train plus faciles, mais les débuts sont très compliqués. Olivier Chiche-Portiche nous explique tout. Oui, c'est un TGV qui tout saute. Hein, absolument. On va dire ça comme ça. Tiens, on va parler de la France. Est-ce que la France a tous les outils en main, les cartes en main pour devenir un acteur incontournable du vélo ? On va en parler tout à l'heure. Ce grand véhicule, ce crossover familial, c'est l'un des modèles les plus attendus par les fans de voitures électriques. C'est la Kia EV6 et Dimitri Charitsis l'a déjà essayé pour nous. Et puis Pauline, on s'intéressera à la naissance d'un géant de la mobilité, d'un côté Green Riders et de l'autre côté Doctibike. Vous verrez, c'est très intéressant. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là. C'est parti pour En route pour demain sur BFM Business et 01 TV. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Un grand merci d'être fidèle à ce rendez-vous donc dédié à toutes les mobilités En route pour demain. Et Pauline, on va commencer par, on va dire, les débuts un peu tout sauteux d'une application que des millions de Français utilisent au quotidien. Absolument. Le mois dernier, il y a quelques jours, oui, SNCF est devenue SNCF Connect. Donc cette application, elle était censée, en fait, c'est un lancement vraiment en grande pompe. Et cette nouvelle application, ça vient de plusieurs années de travail, c'était censé bien faciliter en fait les achats de billets de train, la constitution de son voyage d'un point vraiment du départ jusqu'à l'arrivée. Et pourtant, en fait, si on regarde les réseaux sociaux, l'application se fait étrier, a reçu un accueil glacial. Alors, Olivier Chiche-Portiche, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste BFM Business spécialisé notamment dans les transports et dans le ferroviaire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est un accident industriel ? Oui, c'est vrai. Connect. Accident industriel ou ratage complet pour les uns, application assez mal fichue et remplie de bugs pour les autres. Bon, l'arrivée de cette application SNCF Connect n'a pas franchement suscité l'enthousiasme de la part, comme tu le disais, des millions d'utilisateurs qui étaient habitués à des outils historiques, qui étaient Oui SNCF pour acheter des billets de train et puis l'assistant SNCF pour faire des itinéraires pour ses voyages. C'est vrai qu'il faut dire que l'opérateur, la SNCF, elle n'a pas du tout fait les choses à moitié. Elle a complètement fusionné plusieurs outils en un seul. Et puis, elle a aussi proposé une ergonomie assez novatrice et originale par rapport à l'existant. Oui, sans mauvais jeu de mots, c'est le jour et la nuit, en fait. C'est le jour et la nuit, et ça a troublé, déstabilisé, voire perdu ces utilisateurs de la SNCF, comme on l'a dit, qui sont très, très, très nombreux. Bon alors, pour autant, Olivier, est-ce qu'on peut parler de ratage de cette appli ? Alors, il y a deux points. Sur l'ergonomie, sur les choix ergonomiques, c'est un peu difficile de commenter, parce qu'en fait, il y a des partis pris qui ont été choisis par la SNCF. On peut citer par exemple le mode sombre, la barre de recherche unique pour chercher des voyages, des itinéraires, des services. L'IA, l'intelligence artificielle qui a été injectée également un peu dans l'application, ça séduit ou ça rebute. Difficile de faire des commentaires là-dessus. Par contre, là où on peut avoir un avis et faire des commentaires, c'est sur l'absence de fonctions essentielles qu'il y avait dans l'application Oui SNCF auparavant, et puis des bugs récurrents, gênants, irritants, comme dit la SNCF, qui se sont pas mal multipliés. Oui, par exemple, on ne peut pas rentrer dans son calendrier les billets de train qu'on achète dans le calendrier de son téléphone, donc c'est assez compliqué. On ne peut pas ajouter les billets dans le wallet de l'iPhone, qui était quand même très simple pour pouvoir le dégainer en gare. Enfin, c'est quand même des outils qui étaient indispensables et qui, là, ne sont pas dans la nouvelle application. Tu as tout à fait raison, Pauline. C'est une vraie liste à l'après-vert de bugs et de fonctions manquantes qui ont été un peu dénoncées par les clients de la SNCF. Tu citais des exemples, mais il y a aussi le QR code qui s'affiche mal sur l'écran du téléphone pour prendre son train, des historiques d'achat qui sont perdus, des dossiers voyageurs qu'on n'arrive pas bien à connecter entre le site web et l'application. L'impossibilité d'utiliser le wallet d'Apple, l'impossibilité d'acheter avec Apple Pay, qui est le système de paiement d'Apple, des billets vers la banlieue qu'on ne peut pas acheter de manière numérique, l'absence d'offres concurrentes également. Tout ça, ça fait un peu beaucoup quand même. Mais alors, est-ce que la SNCF a répondu à ces critiques ? Oui, alors c'est vrai, moi la SNCF communique pas mal sur les réseaux sociaux, et puis j'ai interrogé Benoît Bouffard, qui est le directeur produit et tech pour SNCF Connect, et donc c'est le monsieur quand même qui a chapeauté tout ce projet de A à Z. Et c'est vrai que le maître mot pour l'instant, c'est un peu l'humilité, c'est-à-dire qu'il m'explique que la SNCF s'attendait évidemment à avoir beaucoup de réactions
parce que c'est un produit de rupture, parce que c'est un produit qui est quand même assez innovant et original par rapport à ce qui s'est passé par le passé. Et donc, il m'expliquait que s'il n'y avait pas eu de réaction, ça aurait été quand même une grosse surprise. Par contre, ce qu'il explique aussi, et c'est une réalité, c'est qu'en fait l'appli fait le job. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la SNCF explique que 450 000 billets sont vendus par jour à travers SNCF Connect, et c'est à peu près le même niveau que ce que la SNCF observait avec Oui SNCF. Donc les gens râlent, mais ils utilisent quand même l'appli. Voilà, c'est-à-dire qu'au niveau du volume de billets achetés, il n'y a pas une rupture de charge suite à des bugs. Voilà, par exemple. Par contre, Benoît Bouffard reconnaît bien volontiers qu'il y a du travail sur la planche, enfin du pain sur la planche, pardon, qu'il y a beaucoup de travail encore en termes d'amélioration et de correction. On peut quand même, entre parenthèses, poser une question, parce que cette application, elle a quand même été développée pendant beaucoup d'années. Et avec... Il y a eu plusieurs centaines de personnes qui ont travaillé depuis 1 an ou 2, je crois. Et puis des clients de la SNCF qui se sont mis avec les développeurs en co-construction pour valider les choix de la SNCF. Voilà. Donc, il m'explique, Benoît Bouffard de la SNCF, qu'il y a déjà 30 à 40 évolutions techniques qui ont été poussées sur l'application pour corriger les problèmes les plus, on va dire, récurrents et gênants. Donc, il m'expliquait que l'affichage, par exemple, du QR code des billets a été optimisé et s'est réparé, que l'historique des achats est revenu, qu'il y a un tutoriel qui a été mis en ligne pour permettre aux gens un peu qui sont perdus de retrouver leurs petits, c'est-à-dire leurs billets perdus. On m'explique également que le wallet d'Apple sera supporté avant la fin du mois de février, et que Apple Pay, c'est dans la roadmap de cette année. Par contre, il y a des éléments un peu justement sur les billets unitaires en banlieue, ou la concurrence qui, eux, pour l'instant, c'est pas du tout prévu dans les évolutions. Voilà, il y a des points qui sont bloquants, mais c'est pas vraiment par choix de la SNCF. Pour les billets unitaires vers leur banlieue, par exemple, la SNCF m'explique qu'en fait la balle est dans le camp d'IDFM. IDFM, c'est le gestionnaire des transports publics de l'Île-de-France. Ils n'ont pas numérisé toute leur offre. Donc du coup, la SNCF ne peut pas récupérer des offres qui n'existent pas de manière numérique. Il faudra être patient également sur la promesse qui avait été faite sur l'intégration des trottinettes et des vélos pour le fameux dernier kilomètre du voyageur. Pour l'instant, la SNCF dit qu'il faudra être patient parce qu'il n'y a pas de date d'intégration de ces services. Pourtant, ils sont très attendus par les utilisateurs. Et puis, sur la concurrence, là, c'est non. La SNCF ne peut pas voir sur son application, par exemple, Trenitalia, qui vend des trains vers Lyon et Milan. Il ne veut pas donner de visibilité à ses concurrents. Ça peut apparaître légitime. Oui, c'est un peu comme si sur l'appli Air France, on avait les vols de American Airlines. Exactement. Mais c'est un choix double tranchant parce que ça ouvre un peu un boulevard à des opérateurs de plateformes comme Trendline. Oui, qui cartonnent en ce moment et qui ont vu leur audience exploser suite à tous ces bugs sur l'appli. Et eux, ils offrent tout. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Mais merci à vous. Olivier Chiche-Portis. Mais c'est vrai qu'on a quand même, nous, la culture en France on râle beaucoup quand même. On aime bien râler et après on essaye. Et après on essaye et puis on s'y habituera. Mais c'est vrai qu'elle mérite quelques petites modifications. Ajustement, cette application. Merci, Olivier. Merci. Et on va parler vélo maintenant. Absolument, on passe tout de suite à l'invité de la semaine. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. Et Pauline, on va parler maintenant de cette mission vélo avec notre invité Guillaume Gouffier-Chat. Absolument. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Vous êtes rapporteur d'un grand, rapporteur d'un rapport, c'est assez logique, sur le thème du vélo et surtout sur est-ce que la France peut devenir une grande nation du vélo, même titre on peut par exemple penser aux Pays-Bas ou à l'Allemagne. Et alors vous allez rendre votre rapport dans quelques jours. Vous êtes député LaREM du Val-de-Marne. Est-ce que vous avez quelques petits points à nous dévoiler en avant-première aujourd'hui de ce que vous allez raconter dans ce rapport? Alors ça y est, il est public. Ce rapport, et effectivement, moi je suis convaincu qu'on peut redevenir une des grandes nations, voire la grande nation du vélo. On a une histoire qui est particulière avec le vélo, que ce soit sur la pratique, toutes les pratiques sportives, bien entendu, mais aussi pratique vélo-tourisme ou la pratique du quotidien, et également une grande histoire avec l'industrie du vélo. Une histoire qui s'est délitée depuis les années 60-70 pour arriver à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Des usines qui ont fermé. La délocalisation avant des usines qui ont fermé, en fait, une pratique qui a baissé. On a enfermé dans les années 50 et 60 le vélo dans une pratique loisir. En fait, on l'a réservé au loisir. Et il y a eu une baisse très forte de la pratique du vélo au quotidien. Donc on est resté un grand pays du sport du vélo, bien entendu, le Tour de France, le Paris-Roubaix, entre autres. Mais on a perdu cette pratique du quotidien au détriment effectivement d'un pays qui s'est entièrement tourné vers l'auto
et la motocyclette dans les années 50 et qui a entraîné effectivement cet affaiblissement de notre histoire avec le vélo. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a d'une certaine manière un nouveau départ. Un nouveau départ parce que le vélo, dans un moment où on connaît également la révolution notamment du vélo assistance électrique et du vélo cargo, représente un réel intérêt pour le développement de ce mode en tant que mode de transport du quotidien. Et que de plus en plus de Français en font le choix comme mode de transport au quotidien. Et donc, de facto, ça pose la question de voir si nous pouvons répondre à cette hausse de la pratique par également une hausse de la production dans notre pays, parce qu'il reste des industriels. Des industriels ont survécu à plusieurs décennies particulièrement difficiles pour eux, mais ils sont encore présents, et de voir si nous pouvons répondre à cette demande. Et est-ce qu'il y a des indicateurs qui montrent que justement ce dynamisme industriel du vélo en France est en train de repartir ? Ah oui, alors moi durant toute la mission, tous les acteurs que j'ai rencontrés ont tous des projets d'agrandissement d'usines, de construction de nouvelles usines, de recrutement. Ils ont des hausses de leur croissance de production particulièrement fortes et également de leurs investissements en termes d'innovation sur certaines nouvelles technologies du vélo. Donc cela démontre qu'il y a bien quelque chose qui existe. Je mettrai par contre une limite à laquelle nous devons répondre, parce que nous avons un potentiel particulièrement fort. Nous avons les industriels qui sont encore présents, que ce soit des industriels historiques, je pense à la manufacture française du cycle par exemple, que ce soit des industriels qui sont créés au cours des 10 dernières années, Moustache, en citer un, Doucix si on va sur le vélo cargo, mais également de nouveaux industriels. Seb aujourd'hui se diversifie en partie par exemple sur le vélo. Avec Angel notamment, le projet de Marc Simoncini. Et puis on voit également des acteurs d'autres secteurs d'activité, de l'automobile, en premier lieu l'aéronautique, car l'automobile c'est Valeo par exemple, c'est Savoie International qui vont investir, se diversifier sur le vélo, parce que ça représente effectivement un potentiel particulièrement fort et que nous devons continuer à développer la pratique du vélo. Et c'est là où nous devons continuer à développer la pratique du vélo. Il y a des possibilités économiques énormes, mais nous devons encore augmenter la part des déplacements faits à vélo, et cela, ça passe par le développement des infrastructures, des pistes cyclables, ça passe par le déploiement des lieux de stationnement, ça passe par la lutte contre le vol et les dispositifs pour lutter contre le vol, et ça passe par l'apprentissage du savoir rouler à vélo. Justement, si on vous écoute, on a l'impression que l'action des pouvoirs publics, elle doit plus être dans « je crée une génération de cyclistes qui vont du coup avoir envie de faire du vélo et avoir envie d'en acheter », plutôt que d'aider au financement de la construction de nouvelles usines. C'est plutôt par ce biais-là que vous voulez rentrer. La première des responsabilités du pouvoir public, effectivement, c'est le développement des infrastructures, bien entendu, pour permettre ce mode de déplacement et accroître l'utilisation du vélo. Et puis, sa deuxième responsabilité, mais ça c'est sur le plan économique, c'est d'accompagner, et c'est ce que je propose dans mon rapport, à la création d'un vrai comité de filière des acteurs économiques du vélo. Pas juste industriels, tous les acteurs. Ceux qui fabriquent le vélo, ceux qui font les services autour du vélo, les usagers qui ont une place si particulière dans le développement du vélo dans notre pays, bien entendu les acteurs du sport, les acteurs du vélo tourisme. Aujourd'hui, le vélo tourisme, c'est plus de 4 milliards d'euros de retombées d'économie pour notre pays, quand la partie industrielle, c'est 3 milliards. Donc, par exemple, et c'est l'ensemble de ces acteurs qu'il faut réunir autour d'une même table, au sein d'une même structure, pour créer un comité de filière qui nous permette, dans les années qui viennent, de porter une très grosse ambition en matière de vélo et de refaire de notre pays l'un des grands pays, ou le grand pays, effectivement, du vélo. Et en Europe, est-ce que finalement on peut avoir notre place, ou est-ce que le Portugal a pris cette place-là? Parce qu'on sait qu'il y a cette vallée du vélo au Portugal où ils se sont engouffrés dans la brèche et où ils ont réussi à remonter une industrie où on voit que finalement aujourd'hui il y a beaucoup de vélos qu'on achète en France qui sont produits au Portugal. Alors, le Portugal, il y a quelques années, effectivement, a pris ce voilà au passage, cette direction-là, avec des acteurs qui venaient de l'automobile. Ils se sont regroupés. Moi, je dis souvent, j'y étais sur place, j'ai vu des acteurs qui avaient une solidarité très forte ensemble. C'est très malin, très structuré, avec une association professionnelle tournée qui rassemble l'ensemble des acteurs, mais très tournée sur l'industrie, non pas de pratique du vélo. Je pense que nous, c'est plus une comparaison vis-à-vis du modèle allemand, vis-à-vis du modèle italien. Et quand on regarde, par exemple, parce que prendre le Portugal, je ne peux pas vous dire, le Portugal vend, pour tant de vélos vendus au Portugal, il y en a tant de produits au Portugal. Il y a une pratique qui est très faible. Mais par exemple, en Allemagne, c'est 3 vélos vendus, 2 produits en Allemagne. En Italie, c'est 2 vélos produits, 1 vendu, par exemple. En France, c'est 4 pour 1.
C'est-à-dire que c'est 4 vélos vendus, quelque chose comme ça, pour un produit en France. Et aujourd'hui, dans un moment où nous connaissons le développement du vélo assistance électrique, du vélo cargo, du vélo quotidien, où les gens vont venir chercher un vélo plus solide, qu'ils pourront utiliser tous les jours, plus électrifié, toujours plus connecté, eh bien, nous avons la possibilité de nous positionner sur ce moyen haut de gamme. On a des cartes en main, en tout cas. On a les cartes en main. Merci. Et on a les savoirs technologiques pour y arriver. Merci beaucoup, Guillaume Gouffier-Cha. Et puis rappelons que donc ce rapport est consultable. Et ce rapport est consultable. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pauline, il est temps de retrouver notre essai de cette semaine. Absolument, et dans ce véhicule, on peut certainement embarquer son vélo pour partir en week-end. Cette voiture, c'est la Kia EV6. Alors, c'est un modèle électrique, un crossover familial. C'est un modèle qui est extrêmement attendu des fans de voitures électriques, François. Et c'est l'essai de la semaine avec Dimitri Charetis et Jean-David Duhart. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance, non seulement parce qu'on va tester l'un des véhicules finalistes du Trophée Voiture de l'année, mais aussi parce que cette Kia EV6, elle risque de marquer un tournant dans l'histoire de la marque en France et ailleurs. C'est l'un des véhicules les plus chers du catalogue jamais proposé en France par Kia. Et pourtant, depuis 2 mois, c'est aussi la voiture que la marque vend le plus en France. On ne peut pas parler du Kia EV6 sans s'arrêter un minimum sur son design. Déjà parce qu'il est l'œuvre d'un Français, Cocorico, c'est Grégory Guillaume qui travaille chez Kia et qui a dessiné en grande partie cette voiture. L'autre intérêt, c'est qu'elle est plutôt originale dans son approche. Alors bien sûr, c'est un SUV avec un côté sportif très affirmé. On a une ligne de toit fuyante, on a des traits bien marqués, bien dessinés. Enfin, c'est assez accrocheur. Clairement, c'est une voiture qui impose son style. Elle a l'air assez large, assez basse. On a les poignées de porte affleurantes qui sont peut-être pas grand-chose, mais voilà, ça apporte un côté premium à la voiture. On a aussi la trappe pour la recharge électrique. Très souvent, cette trappe, je ne vais pas dire qu'elle est faite de manière brouillonne chez les concurrents, mais elle est intégrée de manière assez basique. Là, chez Kia, on s'est un petit peu creusé le cerveau, on l'a mise à un endroit où elle est le moins visible possible, et franchement, c'est plutôt très bien intégré. Et enfin, on a cette signature lumineuse à l'avant et surtout à l'arrière qui dénote par rapport à ce qui est fait chez la concurrence, et là aussi, Kia marque des points. Hyundai et Kia ont partagé la même plateforme IGMP et donc chez Kia, ça a donné le V6, chez Hyundai, le Ioniq 5. Concrètement, ce sont des voitures qui sont très très proches, mais en réalité, dans la conduite et dans certains choix technologiques, chacune prend une direction différente. On va voir tout de suite ce que Kia a voulu faire avec cette EV6. On se retrouve maintenant à l'intérieur de l'EV6 et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, à commencer encore une fois par son design. Kia a beaucoup travaillé l'intérieur, l'habitacle de sa voiture. Ça saute aux yeux dès qu'on rentre à l'intérieur. On a déjà de magnifiques écrans de 12,3 pouces qui sont orientés vers le conducteur. Le premier, évidemment, c'est l'instrumentation. Le second, c'est le système d'infodivertissement. L'ensemble est très homogène et c'est complété par une console centrale qui est là aussi mais hyper travaillée, très jolie, très sculptée, qui laisse en plus, alors ça c'est le bonus des voitures électriques, il n'y a pas de tunnel de transmission donc on a de la place, alors qu'il y a des constructeurs qui l'exploitent plus ou moins bien. Chez Kia c'est parfaitement géré, on a de la place en dessous, on a les ports USB qui sont très accessibles et on a aussi un ensemble qui est très joli. Toujours en termes de design, on va parler d'une partie dont on est un peu moins friand, ce sont les touches tactiles qui sont sous l'écran central. Alors, d'un premier abord, elles sont plutôt agréables à utiliser et elles répondent plutôt bien, c'est cohérent. Le seul problème, c'est que en conduite, c'est pas forcément évident d'avoir accès à ces touches tactiles, d'autant plus qu'elles changent en fonction des commandes qu'on veut activer. La climatisation fait varier par exemple l'emplacement de certaines touches et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. L'autonomie de ce Kia EV6, elle est estimée selon le constructeur à un peu plus de 500 km. Dans les faits, on n'est pas très loin de ce chiffre-là. Sur autoroute, on sera au-delà de 22 voire 23 kWh au 100 km. En revanche, en route, là on va pouvoir approcher du chiffre idoine avec à peu près 18 kWh au 100 km. Sur la partie électrique et récupération d'énergie, Kia indique clairement où est prise l'énergie, que ce soit à la climatisation, sur la partie électronique de la voiture et bien sûr sur la conduite. On peut ainsi voir quelles sont les sources de consommation de l'énergie en même temps qu'on conduit. On arrive maintenant au terme de cet essai du Kia EV6 et clairement on a aimé le SUV du coréen.
La proposition de Kia, elle est plutôt équilibrée, voire très équilibrée. On a une voiture qui est plutôt jolie, très agréable à conduire, qui offre une autonomie plus que suffisante et surtout une capacité de recharge ahurissante. On est sur un véhicule électrique qui coche toutes les cases demandées. On est sur une proposition très intéressante. Alors bien évidemment, c'est pas un véhicule d'entrée de gamme. Le Kia EV6 commence à 47 700 € et la voiture qu'on a aujourd'hui à l'essai, elle s'approche des 60 000 €. On a tout de même une petite préférence pour la version propulsion qui est moins chère, qui dispose du même niveau de batterie et qui en plus possède un petit coffre à l'avant. BFM Business et 01 TV présentent En route pour demain, en région. Et alors en région, on reste en Ile-de-France, mais en même temps, on part un petit peu à Lyon avec Green Riders. Sénat Jovi, vous êtes son fondateur. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Alors Green Riders, on vous connaissait, vous avez débuté dans la trottinette électrique, les overboards, tous ces nouveaux engins qu'on voit pour se déplacer. Et puis vous avez grandi, vous êtes passé sur le service. Là, vous, depuis 2020, vous vendez des scooters et des motos électriques. Et maintenant, vous ciblez les flottes. Vous êtes associé avec Doctibike en fin d'année dernière. Le but, c'est vraiment d'avoir quoi, une vision 360 de la mobilité de demain? La vision, c'est effectivement d'avoir une vision 360 des mobilités et surtout d'accélérer sur la partie service qui pour nous sera un vecteur assez important dans les années à venir. Et les services, c'est quoi? Donc aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien, quels sont vos différents métiers? Expliquez-nous. Alors nos différents métiers, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on forme. Donc on a la Green Riders Academy dans laquelle on forme les techniciens de demain, ça soit sur la partie trottinette mais aussi moto électrique. Avec Doctibike, on va pouvoir justement reconditionner les motos, donc reconditionner les batteries des véhicules, que ce soit les motos mais aussi les trottinettes électriques. On a aussi imaginé aussi, on souhaite accompagner l'itinérance de ces métiers avec un camion aménagé dans lequel on pourra intervenir chez des clients professionnels. Et c'est aussi une volonté de notre part d'être plus axé sur la partie service que sur la partie vente qui est significative, mais vraiment accéléré sur la partie service. Finalement, j'ai acheté une trottinette chez vous ou un scooter électrique, mais en fait, je vais aussi le faire réparer chez vous. Je vais pouvoir le reconditionner, vous allez le revendre à François ensuite. C'est ça, c'est vraiment le but, c'est que vous me vendez une fois un objet, mais après, finalement, vous l'accompagnez occupez tout au de long toute la chaîne de valeur de cet objet, c'est ça? Effectivement, c'est effectivement d'avoir toute la chaîne de valeur, à savoir vendre, mais aussi récupérer votre produit pour pouvoir aussi lui donner une seconde vie. Et c'est aussi notre initiative à travers la prise de participation majoritaire de Doctibike. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché est en pleine évolution et que le marché de demain sera effectivement le marché de la seconde vie. Comment on aura un vélo, une moto d'occasion. Un peu, ça me fait penser un peu au marché du smartphone, non? Qui aujourd'hui explose avec le reconditionné. Finalement, on est en train de vivre la même chose avec les trottinettes, les overboards, etc. À votre avis? Vous avez totalement raison. Le marché de la seconde vie, il sera maîtrisé qu'à partir du moment où on maîtrisera effectivement les sujets de batterie. Parce qu'aujourd'hui, les sujets de batterie restent... Ce qu'il faut savoir, c'est que la batterie représente plus de 50% de la valeur du prix de l'article. Et quand vous maîtrisez ce sujet-là, on pourrait effectivement parler de deuxième vie de ces produits-là. C'est compliqué de redonner du boost à une batterie. Une batterie, quand elle perd en puissance, qu'est-ce qu'on peut faire pour la rebooster, en fait? Écoutez, il y a plusieurs choses à faire, hein, mais aujourd'hui, le sujet reste quand même stratégique et doit être adressé à des professionnels qui connaissent bien ce métier. Alors, chez Doctibike, il y a effectivement cette expertise, justement, sur ce type de sujet. Notamment, nous avons chez Doctibike une machine qui permet de vous donner l'état de votre batterie. Son état, si elle est... l'état d'usure, l'état d'usure, si elle est à 50%, 60%, 100%. Et après, au-delà de ça, il y a tout l'aspect aussi technique chez Doctibike, donc des techniciens formés qui connaissent tous les sujets et qui sont capables d'accompagner tout le cycle de la batterie. Voilà. La durabilité s'est améliorée, parce que c'est vrai que quand les trottinettes électriques sont arrivées il n'y a pas si longtemps que ça, finalement il y a 2 ou 3 ans, on voyait que c'était presque un produit jetable qui ne durait pas très très longtemps, même si on essayait d'en prendre soin. Aujourd'hui, ça s'est amélioré? Ça s'est vraiment amélioré. On sent justement qu'il y a dans l'écosystème, auprès des fabricants de batteries,
des choses, d'une amélioration considérable. Je peux vous dire qu'une batterie que vous achetiez il y a 3 ans, c'est plus celle que vous achetez aujourd'hui. Les constructeurs ont pris vraiment le sujet à bras-le-corps et aujourd'hui on arrive à avoir des batteries de plus en plus fiables avec une autonomie de plus en plus fiable et surtout une longévité de plus en plus fiable aussi. Sénat, est-ce qu'on peut imaginer aussi que vous vous occupiez demain des vélos? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, cette trottinette, overboard, etc. Bon, voilà, le vélo a beaucoup de similitudes. C'est un marché qui vous intéresse aussi, le vélo, ou pas? Tout à fait, c'est un marché qui nous intéresse. Anne-Sophie Kirtiker, qui est la directrice générale du groupe, a effectivement une attache très forte au vélo. Et grâce à elle, on arrive justement à pénétrer ce marché, à comprendre ce marché. Et notre objectif, effectivement, c'est de pouvoir proposer nos services à des acteurs du vélo, que ce soit des acteurs B2B ou des acteurs de collectivité. Eh bien, merci beaucoup, Sénat Adjovi, donc fondateur de Green Riders, avec ce géant de la mobilité, puisqu'il y a peu, eh bien, voilà, vous fusionnez avec Doctibike. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien voilà, ce En route pour demain est terminé, Pauline. Absolument, François, on se retrouve la semaine prochaine. Bien merci sûr. à tous de nous avoir suivis. Et merci de nous regarder, nous écouter, évidemment, sur BFM Business, à la radio, à la télé, puis nous regarder sur 01 TV. Et on sera là le week-end prochain. Salut à tous. En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes. Pauline Ducamp, François Sorel.